Chapitre 5, cinématique et dynamique newtonienne. Vous avez déjà parlé d'Isaac Newton et vous avez déjà appris des choses qui vous seront particulièrement utiles. Vous avez appris à définir le système que vous allez étudier pour bien différencier les forces extérieures des forces intérieures. Les forces extérieures seront les modélisations des actions exercées par des objets extérieurs au système sur le système. Donc il est important de définir votre système et généralement vous simplifierez l'étude au centre d'inertie du système, c'est-à-dire que vous allez considérer votre système comme ponctuel, vous le représenterez comme un point, que vous nommerez M comme mobile. En général, ce centre d'inertie est le centre de gravité de l'objet, c'est le point de l'objet qui a le mouvement le plus simple. Vous avez également appris à choisir votre référentiel d'étude. Vous avez parlé des référentiels terrestres, géocentriques et héliocentriques, qui sont trois référentiels galiléens, qui sont donc trois référentiels dans lesquels le principe d'inertie est vérifié. Le mouvement du système dépendant du référentiel d'étude, il est très important d'indiquer dans quel référentiel vous travaillez. Vous avez également positionné un repère d'espace et de temps, donc avec une origine, des axes d'un repère d'espace, et puis une horloge dans ce référentiel avec une origine des dates. Une fois que vous avez la chronophotographie, c'est-à-dire l'enregistrement des positions successives de l'objet à intervalles de temps réguliers, vous avez appris à tracer la trajectoire en reliant ces positions successives. Puis vous avez appris à calculer une vitesse moyenne en divisant la distance totale parcourue par la durée de ce parcours. Vous avez décrit le mouvement d'un objet à partir de la chronophotographie. Donc vous avez utilisé des adjectifs qualificatifs comme rectiligne, circulaire, curviligne, parabolique pour décrire la trajectoire. Et puis les adjectifs comme uniforme, ralenti et accéléré pour donner l'évolution de la vitesse au cours du temps. Vous avez dans un autre chapitre appris à modéliser une action par un vecteur force. Alors ça c'est très important de se souvenir que l'action d'un objet sur un autre peut être modélisée par une flèche sur le papier, cette flèche, ce vecteur ayant pour direction la direction de la force, le sens de la force, le point d'application, l'endroit où s'exerce cette force, et le point d'application c'est le point de départ du vecteur. Et puis on utilise une échelle de représentation pour aller faire une longueur de vecteur proportionnelle à la valeur de la force qui est exprimée en newton. En mathématiques, vous avez également déterminé les coordonnées d'un vecteur dans un système d'axes. Ça nous intéressera particulièrement dans ce chapitre puisqu'on va être amené à poser des vecteurs sur les feuilles et qu'il nous faudra leurs coordonnées dans le système d'axes que l'on aura choisi. Et puis enfin, énoncer et appliquer le principe d'inertie qui est la première loi de Newton que vous avez apprise en seconde. Cette année, pour décrire les mouvements, nous allons utiliser plusieurs vecteurs et le premier vecteur qui va nous intéresser, c'est celui qui va localiser le système en chaque instant. On le nomme le vecteur position. On va le représenter par le symbole OM avec une flèche au-dessus. À droite, vous avez ici une chronophotographie d'un golfeur dans un plan OXY. Le vecteur OM relie l'origine O du repère au centre d'inertie M du système étudié. Si le mouvement n'est pas plan, alors vous aurez pour coordonnées du vecteur OM X, Y et Z. Si le mouvement est plan, vous ne garderez que X et Y. Et puis ce vecteur OM, il va varier au cours du temps, puisque le centre d'inertie du système va bouger dans notre repère. Et alors on va pouvoir noter le vecteur OM aura pour coordonnées X qui dépend du temps, Y qui dépend du temps et Z qui dépend du temps. Pour représenter maintenant la vitesse du système en chaque instant, on va utiliser le vecteur vitesse qui va être noté par le symbole V minuscule avec une flèche au-dessus, qui a pour direction la tangente à la trajectoire, comme sens celui du mouvement. Le point d'application, c'est-à-dire le point de départ du vecteur, sera le point étudié de la trajectoire du système. Et puis comme norme, la valeur de la vitesse instantanée à l'instant étudié. Alors, comment déterminer la valeur de la vitesse instantanée? Il y a un cas un petit peu particulier qui simplifie bien les choses, c'est si la vitesse est constante, la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne étant égale à la distance totale parcourue sur la durée du parcours. Si la vitesse varie, en revanche, il faudra la calculer en chaque point et donc
au point MI, I variant au cours du temps évidemment, nous allons faire le rapport de la distance parcourue entre la position précédant le point étudié de la trajectoire et la position suivant le point étudié de la trajectoire. Donc ça va être noté MI-1, MI+1, c'est la longueur d'un segment, divisé par la durée de ce parcours, c'est-à-dire la différence entre les deux dates TI+1 et TI-1. Entre deux positions successives, il y a toujours le même intervalle de temps noté taux. VI va être égal à MI-1, MI+1 sur 2 taux. En bas de la page, un petit lien pour éventuellement revoir comment construire ce vecteur vitesse instantanée. Voici la chronophotographie du golfeur de nouveau, avec la position quelconque MI, la position précédente MI-1, la position suivante MI+1, et le vecteur MI-1, MI+1. Pourquoi tracer ce vecteur MI-1, MI+1 ? Vous venez de voir que le vecteur vitesse était tangent à la trajectoire, qu'il avait pour sens le sens du mouvement. C'est également le cas de ce vecteur. Or, comme on doit diviser la longueur de ce segment par 2 taux pour avoir la valeur de la vitesse instantanée, eh bien, pour avoir le vecteur vitesse instantanée, on peut également prendre le vecteur MI-1, MI+1, L divisé par 2 taux. Ce vecteur MI-1, MI+1 est relié au vecteur position OM. Le vecteur OM I+1 moins le vecteur OM I-1. La différence de ces deux vecteurs va nous donner le vecteur MI-1, MI+1. Je vous laisse le temps de regarder ces deux vecteurs roses et le vecteur bleu pour voir le rapport entre les trois. Et alors, vous voyez que le vecteur vitesse instantanée au point I va être égal à la variation du vecteur OM, noté delta OM, sur la durée de cette variation, notée delta T. Alors évidemment, pour avoir la meilleure définition de la vitesse instantanée, il va falloir travailler sur la durée la plus petite possible. Et alors, on peut noter le vecteur vitesse instantanée est égal à la limite de delta du vecteur OM sur delta T, avec delta T qui tend vers 0. Et là, normalement, vous devez venir voir une notation que vous avez vue en mathématiques, qui est la notation de la dérivée. La limite d'une variation avec delta t qui tend vers 0, ça n'est rien d'autre que la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Alors, dériver un vecteur par rapport au temps, ça vous semble un peu complexe. Nous, en physique, déjà, on va noter ça avec une notation dite différentielle, où on écrit d du vecteur OM sur dt. Le petit d qui est devant OM se lit dérivé de, donc on dérive le vecteur OM, et la notation dt qui est sous le trait de fraction se lit par rapport au temps. Donc on a bien la dérivée du vecteur OM par rapport au temps qui est égale au vecteur vitesse. Alors évidemment, dériver un vecteur pour vous, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Après, si on a l'expression des coordonnées du vecteur, eh bien, on pourra déterminer les dérivées de ces coordonnées. On va aller expliciter ce vecteur vitesse par ses coordonnées. Le vecteur vitesse a pour coordonnées Vx, Vy et Vz, qui dépendent du temps. Alors après, on n'est pas obligé de noter le dépendre du temps. Et ces coordonnées, la coordonnée Vx, c'est la dérivée de la coordonnée x du vecteur position par rapport au temps. Vy, coordonnée suivant l'axe OY du vecteur V, va être égale à la dérivée de la coordonnée y du vecteur position par rapport au temps. Et de même, Vz est égal à dz sur dt. Alors c'est vrai qu'en mathématiques, vous auriez plutôt noté Vx égale x', Vy égale y' et Vz égale z'. Mais en mathématiques, souvent, vous dérivez plutôt une fonction que vous appelez y et vous la dérivez par rapport à x. Donc vous voyez qu'il va falloir jongler avec ce que vous avez appris en mathématiques, les notations en physique, sachant que vous vous en sortirez de toute façon. Le vecteur vitesse instantanée est donc défini comme étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Troisième vecteur qui va nous être utile, que l'on utilisera un petit peu au moment où l'on travaillera sur la propulsion par réaction, c'est le vecteur qui représente l'impulsion du système en chaque instant, le vecteur quantité de mouvement. Il est noté vecteur P minuscule, vous ferez bien attention à votre écriture pour ne pas le confondre avec le vecteur poids qui est un vecteur P majuscule. Il est relié à la masse et à la vitesse du système
et il est défini comme étant le produit de la masse du système par le vecteur instantané du système. Donc il aura même direction, même sens que le vecteur v, mais une norme qui sera égale au produit de la masse par la valeur de la vitesse instantanée, qui s'exprimera alors en kilogrammes mètres par seconde.